Mais c'est extraordinaire. J'ai fait ça l'autre fois avec ma femme. Elle m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait dans la housse Qu'est-ce que tu as fait dans la housse là? J'ai l'impression de nager sur un petit nuage. Bref, mon histoire est claquée au sol, mais ça te donne une idée. Tu vois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça va être un format vraiment chill et interview. Donc, on est avec PB, un copywriter, donc il aura la chance de se présenter juste après. Et l'objectif, c'est voilà, de comprendre un petit peu le parcours d'un copywriter, comment on fait pour trouver sa voie, pour scaler son activité, trouver des clients haut de gamme. Donc, on va parler de plein de sujets et puis cette vidéo durera le temps qu'il faudra. Donc, il y a vraiment rien de prévu. Donc, salut à toi PB, si tu peux te présenter en 2 petites minutes un petit peu ton parcours. Yes! Salut les mecs, merci de ouf de me recevoir. J'espère que je vais être en forme parce que quand même je sors de la sieste et j'ai pas encore toutes mes idées en place. Donc ne serait-ce que sur ma présentation, je sens que ça va être un exercice. Merci encore une fois de me recevoir et merci à toi qui nous regarde. J'espère que tu vas passer un moment et je te garantis même que tu vas passer un bon moment si tu restes jusqu'au bout. Qui je suis? Je suis PB Poncelin pour Pierre Baptiste, fondateur de Copy Rockstars. Copy Rockstars, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui forme et accompagne les copywriters et les entrepreneurs pour écrire de meilleurs textes, pour écrire des textes de vente, qui les forment au copywriting et aussi qui les forment dans le cas des copywriters au freelancing. Et en même temps, j'ai une petite agence de copie. De temps en temps, je prends un petit projet à mon compte, un peu une micro-agence maintenant. Je prends un petit projet à mon compte pour m'amuser et vendre les produits de certains entrepreneurs que je kiffe. Parfait, c'est clair et concis. Je ne sais pas si Joseph, tu as une question à lui poser par rapport à ça. Non, mais je sais qu'au début, tu étais un comédien et comment tu as fait la transition de comédien justement à copywriter? Ça, c'est intéressant, c'est rare de voir ce genre de shift. Yes. Sur la transition en elle-même, ça s'est fait vraiment progressivement puisque j'étais comédien. Forcément, j'étais comédien. Je vendais du popcorn à l'entrée, plus à l'entrée des cinémas, plus que vraiment dans le film. Donc, je galérais, on va pas se mentir. J'avais plus la dalle que des rôles. Et Et un jour, en fait, je me suis dit, vas-y, moi, donc, je bossais dans ce fameux cinéma en parallèle de mon taf de comédien. J'ai quitté le cinéma. Je suis parti en vacances au Japon pendant un mois. Et puis pendant 6 mois, j'ai un peu rien foutu, tu vois. J'ai un peu profité de la vie puisque j'avais quand même mis pas mal de côté. Et du jour au lendemain, je suis tombé sur une vidéo d'un gars sur YouTube qui disait, waouh, regardez cette nouvelle opportunité pour gagner de l'argent sur Internet. Et à l'époque, j'étais jeune et insouciant et j'ai regardé la vidéo. Et en fait, à l'époque, j'étais beaucoup dans le sport. Donc, j'ai commencé un business dans le sport pour les geeks et sport nutrition donc pour geeks. Et j'ai fait ça pour à peu près 6 mois. Ça a bien pris, sauf que je me suis vite rendu compte que je me faisais chier dans cette histoire de sport, que tout ce qui me faisait marrer, c'était la partie créa de contenu, emailing, page de vente et forcément copywriting. De fil en aiguille, ça faisait un moment qu'on me parlait de ce truc de copywriting et j'ai fait « Ah ouais, mais c'est exactement ce que je veux faire dans la vie en fait ». Et ça faisait déjà 10 ans que je m'intéressais énormément au marketing, à la pub, que dès qu'on me parlait du métier de concepteur-rédacteur, je regardais ça avec des étoiles plein les yeux, tu vois, mais je me disais « C'est pas pour moi, j'ai pas fait les études pour ça en fait, laisse tomber ». Et en fait, j'y suis revenu et puis c'était parti quoi. Ok, donc Ok, ouais, c'est fou. c'était quelque chose qui t'intéressait déjà à la base, le copy et la rédaction. Ouais, énormément. En fait, je ne savais pas que ça, copywriting, ça existait. Je connaissais pas encore ce nom-là, ce principe-là, ce métier-là. Mais ça faisait ouais, 10-15 ans que dès que je voyais un truc un peu marketing, je me disais trop bien. Dès qu'on me parlait du métier de concepteur-rédacteur, je me disais waouh. Moi, le truc que je préfère quand je vais au cinéma, c'est pas le film, c'est les bandes annonces. Et les bandes annonces, c'est que du marketing, tu vois. Et c'est Ah des ouais. concepteurs-rédacteurs. Et j'adorais ça. Et j'avais rencontré un gars qui faisait ça. Et je me disais putain, mec, ton métier est trop bien. Mais moi, je me disais, bah, de toute façon, si t'as pas un diplôme, ou si t'as pas fait d'école de commerce ou business ou quoi, bah, laisse tomber, c'est pas pour toi. Donc, je m'étais fait une raison et je me disais, de toute façon, comédien, n'importe qui peut le faire, tu vois. Ce qui est tout aussi faux. Et c'est rare, en tout cas, à tous les copywriters à qui j'ai parlé, ou même ceux qu'on a formés, ou même moi, mon parcours ou quoi, que le mec connaisse déjà le copy et se dise, bah vas-y, je vais m'orienter vers ça à un moment ou un autre, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit, ouais, je connaissais le copy et, depuis 10 ans et j'ai envie de faire ça plus tard, quoi. Ouais, sans le connaître, tu vois. C'est vraiment, Ouais. le métier a l'air cool. Et après, tu découvres tout ce que c'est, tu découvres que tu peux le faire sur Internet, tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme pour le faire, puis tu fonces dedans, quoi. Et puis tu t'éclates. Bon, bah, parfait. Juste pour rebondir du coup sur, tu as bien insisté, tu disais, tu t'as dit, je me faisais chier, là tu dis, je m'éclate. Et Ouais. justement, ça va faire l'introduction du premier sujet. Le fait d'avoir vraiment du copy fun et avec de la personnalité, tu vois, où quand le lecteur, il le lit, il va s'amuser, il va rigoler.
Mais je pense que derrière toi, quand tu écris ton mail ou ton copie, en fait, tu es tout en temps en train de déconner, limite, tu tapes des barres, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, en tout cas, dans ton style. Ouais. Si tu peux nous dire un petit peu comment c'en est venu, toi, est-ce que tu as suivi une pratique pour dire, vas-y, il faut que je mette de la personnalité dans mon copie, ou juste tu dis, j'y vais freestyle, j'écris ce qui se passe dans ma tête et ça fera du copie. Ouais. C'est une bonne question. Alors, j'ai pas mis tout à fait le doigt sur la chose, tu vois, il y a une espèce de naturel qui est venu avec le temps, où là, tu me vois, j'ai une bonne énergie et tout, c'est cool, mais tu me prends il y a 5 ans, c'est le gars qui a pas confiance en lui et qui est incapable d'écrire un email où il affirme un petit peu, où il affirme un peu sa position. Donc ça, c'était un long travail de développement personnel, on va dire. Et en fait, pour injecter cette personnalité, d'abord, il y a un disclaimer à faire, c'est que si tu as des gens, s'il y a quelqu'un qui là nous regarde ou nous écoute et se dit oui, non, mais moi, j'ai envie de faire de l'humour, mais je suis juste pas drôle ou ça me parle pas, ou voilà, il y a des personnes pour qui faire des vannes comme ça ou avoir plein d'énergie, c'est pas leur personnalité. N'essayez pas forcément de faire des trucs plein d'énergie avec des vannes parce que c'est peut-être pas votre personnalité et c'est complètement OK. Tu prends les emails de Stan Leloup, de temps en temps, il y a une petite vanne, mais tu te fends pas forcément la poire. C'est ultra intéressant, c'est ultra analytique et c'est passionnant. Et ça ne nous empêche pas de lire ces emails qui sont canons, tu vois. Mais le gars ne va pas te foutre une punchline toutes les 3 lignes. Et c'est OK parce que c'est en accord avec sa personnalité. Ça, c'est le premier truc, tu vois. Après, pour trouver ça, pour trouver cette voix, ça a été énormément de pratique. C'est ma première année, j'ai écrit 1 à 2 emails par jour. Je prenais la voix d'un client qui est devenu une partie de ma voix, tu vois. Ma deuxième année, j'avais d'autres clients, pareil, certaines de leurs tendances se sont imprégnées chez moi et font partie de mon style maintenant. Il y en a certaines dont j'essaye de me détacher. J'ai lu énormément d'emails d'Américains massivement surtout, et de Canadiens, mais c'était toujours en anglais, pour vraiment me baigner dans ce truc-là, baigner mon cerveau là-dedans, lu énormément de livres, de livres de fiction, mais bourrés de vannes, regarder énormément de stand-up, regarder énormément de comédie, et ça fait, vu que j'étais quand même avant dans le cinéma, j'ai passé vraiment ma vie à mater des films, que ce soit des films chouettes ou pire daube, et tout ça, ça nourrit au bout d'un moment ta créativité. Et après, quand tu te fous sur un email, c'est parti. Et en fait, là, tu faisais la bonne remarque que parfois, ça peut être plein d'énergie. Maintenant, je te prends un exemple. Il y a 2 jours, j'ai écrit un email où j'étais chaud patate, vraiment bien réveillé. Je me suis amusé. Il n'a pas vendu plus qu'un autre, hein, ça c'est important de le reconnaître aussi. Et ce matin, j'en ai fait un autre. J'avais pas bien dormi cette nuit, j'étais pas bien réveillé, j'ai fait mon email. Tu sens que l'énergie n'est pas du tout la même, tu vois. Tu sens qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus sérieux, j'étais pas forcément inspiré. Et c'est aussi complètement OK, en fait. Ça te parle? Ouais, c'est vraiment humain, en fait, et selon la personnalité, comme tu as dit, Stan qui va être plus analytique. Ouais. Ouais, et puis en fait, l'avantage, je pense, de ça, c'est que tes lecteurs suivent aussi tes journées. Tu vois, genre aujourd'hui, tu peux même mettre l'intro, je sors d'une sieste, je vous annonce, je suis pas bien, ou je sais pas, tu vois. Et en fait, Oui, ça donne le ton. Et les gens, il y a vraiment ce côté humain, alors que dans le marketing ou le copy, souvent, en fait, on a l'impression que c'est genre un vendeur, un gourou d'autorité qui vend et qui donne des conseils. Alors qu'en fait, ça peut être juste, comme là, une discussion et tu partages en temps réel ce que tu penses ou ce que tu ressens ou tes émotions. exactement, ouais. Et même là, tu fais une super bonne remarque où le côté, j'ai beaucoup été là-dedans, dans le côté gourou qui donne des conseils dans ses emails, qui saupoudre ça de vannes, tu vois. Et j'y reviens un petit peu parce qu'il y a quelque chose qu'on m'a dit, quelqu'un a fait une intervention chez moi récemment qui est vraiment un pro de l'email, qui lui, sa philosophie, c'est de dire tu crées une relation forte avec ton audience. Et ça, on peut que le recommander. Maintenant, lui, comment il le fait? Il le fait en emmenant ton audience avec toi. Donc forcément, tu dois avoir un business qui repose sur ta personnalité pour pouvoir faire ça. Mais il y a ce truc où, en fait, il n'est plus question de donner des conseils et d'être le gourou, il est question d'être limite l'influenceur dans la boîte mail des gens. Tu racontes ta journée, tu racontes ce qui t'est arrivé, tes aventures. Et en fait, quand tu fais ça, les gens ont beaucoup plus tendance à te suivre sur 10 ans Ouais. que tous les autres. Parce qu'en fait, si tu es toujours en mode gourou qui est là à enseigner des choses, le jour où la personne elle a résolu son problème avec toi, elle arrête de te suivre. Ouais. Et elle n'est pas attachée à ta personnalité. Ouais, c'est un bon point, ça, parce que j'ai regardé une vidéo de Dan Kennedy, je ne sais pas si tu le connais. C'est Ouais. le parrain de l'infoproduit. Et il a dit, si tu veux qu'il y ait des personnes qui te suivent justement sur 15, 20 ans, c'est pas juste donner de la valeur et du contenu. Oui, ça, c'est bon pour qu'ils te suivent sur une durée de temps, par exemple 5 ans. Mais si tu veux qu'il reste des fans et qu'ils te suivent sur le long terme, il faut que tu les divertisses. Et tu fais ça en créant des histoires, partageant des anecdotes, etc. Donc, Ça. ouais, c'est un bon point, ça.
Ouais. Et si je me suis pas trompé dans les recherches que j'ai pu voir ou quand j'ai regardé des podcasts de toi ou des vidéos, j'ai cru comprendre que tu as commencé par du copy pour startup. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Et si oui, ça peut Euh, être intéressant de voir un peu le euh, pivot. ouais. En fait, il y a une nuance, c'est que je me suis formé aux copies pour startup et pour SaaS, tu Ok. vois, les software as a service. Donc, c'est de la copie qui est très, très analytique, énormément de testing et énormément de recherche. Je me suis formé comme ça aux États-Unis et j'ai adapté ça, en fait, au marché infopreneurial français. Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas traversé la transition, comme le fait de dire on va tester des boutons, parce que tester un bouton sur une startup qui fait 100 000, 200 000, 300 000 vues par page, ok, il y a un impact à choisir tel ou tel mot sur ton bouton, tu vois. Quand tu fais ça sur la page d'un infopreneur où il y a 20 000 vues sur sa page, voire souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. moins, on est plus sur du 1000, 2000, parfois 3000, bref, sur un mois à peu près. Bah là, techniquement, le wording de ton bouton, tu t'en bats les couilles et tu fais même pas de test, en fait. T'es juste là en train de tester des offres et faire en sorte que ça tourne et tu te concentres sur ces gros piliers-là, tu vois. Mais pour répondre à ta question, formation startup SaaS adaptée à l'infoprenariat, ouais. Mais j'ai démarré tout de suite sur les infopreneurs. Ok. Et la dernière fois, je sais plus, je crois qu'on en avait parlé, tu avais dit que tu t'intéressais ou que tu allais tendre peut-être vers l'e-commerce, du moins tu cherchais un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est en cours, tu l'as Ouais. déjà fait, tu as déjà vendu pour des e-com ou c'est pas encore? J'ai pas vendu personnellement pour des e-com. Je m'y intéresse toujours énormément parce que je me dis c'est vraiment fun. Et en fait, les mécaniques e-commerce sont les mêmes que les mécaniques infopreneurs. C'est juste que les infopreneurs l'ont pas totalement intégré. Et il y a plein de stratégies d'email, plein de stratégies de vente où juste tu te dis, en fait, quand tu vends de la formation en ligne, tu vends un produit. Quand tu es e-commerce, tu vends un produit. Les deux méthodes pour vendre sont exactement les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du coup les méthodes de l'un chez l'autre et les méthodes de l'autre chez l'un, tu vois? Et pour ça, bah, je me passionne de ouf de ce sujet. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, moi, de projet où je me disais, vas-y, c'est fun. Il y en a un dont je rêve, mais je n'ai pas encore trouvé le client qui me correspond pour ça. C'est vendre du pinard en e-commerce, quoi. Là, tu me dis ça, je suis chaud malade, quoi. Ou du J'ai fromage. des élèves Les deux. qui ont eu des clients là-dedans qui vendaient. Je me souviens avoir vu sur notre groupe plusieurs élèves qui a dit ah, moi j'ai bossé avec une boîte qui vend soit des box de vin, soit qui vend carrément du vin en ligne, donc c'est intéressant. C'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien. Ils doivent s'éclater, quoi. Ok. Donc, ouais. Je sais pas, Joseph, ouais, si tu as des choses à dire par rapport à ça, le fait de se former sur un type de copie, transitionner, toi tu as fait que de l'infoproduit, je crois. Ouais, moi, c'est vraiment juste de l'infoproduit. J'ai fait un peu d'e-commerce. Ouais. Et je t'avoue que le style d'écriture, c'était totalement différent. Genre, l'e-commerce est beaucoup plus direct. Et avec l'infoproduit, il faut vraiment que tu amènes le sujet, t'expliques un peu pourquoi la méthode est différente, pourquoi ça peut aider justement le lecteur à surmonter ses problèmes. Mais en e-commerce, c'est vraiment direct, parce qu'ils connaissent déjà le produit, il faut juste expliquer un peu comment ça fonctionne et tu fais la garantie, bref, tous les autres mécanismes. Puis moi, j'ai beaucoup mieux aimé l'infoproduit parce que de mon côté, c'était beaucoup plus scalable et les profits étaient beaucoup plus élevés. Donc, je me suis Mhm. juste concentré sur l'infoproduit. Ok. Ouais. Pour l'e-commerce, il faut vraiment que la personne fait du gros volume, genre plusieurs centaines de milliers par mois pour avoir un bon profit. Et toi, de ton côté, tu peux prendre aussi un bon pourcentage. Mais en infoproduit, il y a pas de coût. C'est le Mhm. coût de la publicité et ton équipe, et voilà, et c'est tout. Tu vois? Et surtout, moi, que je travaillais en pourcentage, l'infoproduit, c'était quelque chose qui me parlait plus que l'e-commerce. Ouais, parce que l'e-commerce, tu as tout de suite le coût de production du produit, c'est ça? Ouais, exactement. Puis ça, Ouais. ça rentre, ça réduit ton profit. Puis moi, j'ai juste beaucoup plus aimé l'infoproduit, beaucoup plus scalable, les profits sont plus grands. Et voilà. Ouais. Ok. C'est intéressant. Et Après, d'ailleurs, ouais, ouais, vas-y, vas-y. désolé. Non, pas toi. Ok, bon, j'y vais du coup, sinon on va se dire pendant 5 minutes, vas-y. J'ai adapté, moi, pour le coup, les codes. J'ai eu un client en e-commerce donc, qui vendait du linge de lit, donc des draps housses, etc. Et j'ai adapté les codes de l'infoproduit à cette boutique donc dans leur email marketing. Et ça a fonctionné de feu de Dieu, quoi. C'était un truc de fou. Et je prenais vraiment la posture, mais complètement opposée. Donc, eux, ils avaient des emails très e-commerce avec une image. C'était que des images, en Ouais. fait. Mhm. Et moi, j'ai fait que du copy. Donc, déjà, le mec, il était un peu en mode, mais qu'est-ce que tu me fous là? Je t'ai payé pour que tu me fasses de l'email marketing. Je fais, bah ouais, je te fais de l'email marketing, justement. Tu vois.
Et en fait, ça marchait trop bien. Je prenais la voix du CEO, je disais bah, salut, voici pourquoi on a créé ce produit, notre philosophie derrière, etc. Et en fait, je racontais des histoires, je racontais ma vie, comme on le fait dans du copy infoproduit ou peu importe. Et ça a super bien marché. Et les gens, en fait, ils ont acheté direct parce qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Et c'était aussi, ça changeait de la voie habituelle qu'on peut voir en e-commerce. Donc, je pense qu'il y a du potentiel pour les copywriters qui nous regardent de focus sur l'e-commerce, qu'il n'y a personne qui va aider ces gens-là qui, pourtant, ils font de l'argent. Et, euh, et pourtant, c'est quand même scalable. Tu vois, un e-commerce peut facilement monter à Ouais. 400, 500K et plus par mois. Et même si tu prends un pourcentage de ça, même s'il y a moins de profit, il y a quand même moyen d'avoir des très beaux clients, je pense. C'est clair. C'est clair. Et c'est une putain de bonne idée ce que tu as fait. Et ça, il y a plein de copywriters et de e-commerce qui n'y pensent pas parce que tu as énormément d'e-commerçants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, je lance mon e-commerce. Je vais faire exactement ce que tout le monde fait parce que ça a l'air de marcher, ce qui est une connerie. Et ils vont faire, comme tu dis, ces emails avec une image. Vraiment, l'email, c'est tu vas demain dans ta boîte aux lettres, tu as un flyer, achète une couverture, tu vois, mais laisse-moi tranquille, en fait. Ça crie le truc que tu me veux me vendre quelque chose. Ton email, je le jette tout de suite, en fait. Et c'est toujours des moins 30%, machin, machin. Tu prends le contre-pied de ça. Tu dis, OK, qu'est-ce qui intéresse mes prospects? Tu vends des housses de drap, tu vois. OK. Tu vends des housses de drap. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon prospect pour qu'il veuille une housse de drap? Bah, peut-être, ça dépend, tu vois. Ça dépend du prospect. Il faut connaître le prospect, évidemment. Je vois que tu es en train de chercher des bénéfices. Ouais, mais tu vois, c'est OK. Il y a différentes raisons pour lesquelles tu veux une housse de drap. Un, tu veux une housse de drap dans laquelle tu vas te sentir bien, tu vois. Donc, peut-être que la personne, elle veut se sentir bien. Deux, tu veux une housse de drap pour peut-être faire kiffer le gars ou la meuf que tu vas amener chez toi ce soir. Tu as une histoire à raconter, en fait. Et en fait, tu essaies de te dire, OK, il y a cette problématique de housse de drap. Donc, la problématique, c'est la nuit. La problématique, c'est dormir. Donc, peut-être que tu peux aussi donner des conseils pour mieux dormir, donner des conseils pour mieux entretenir tes housses de drap pour qu'elles durent 2 ans au lieu de durer 6 mois. Et en fait, tu apportes de la valeur avec cette personne, tu essayes d'aider cette personne et tu n'es pas juste en train de lui raconter, enfin de lui dire achète mon truc, c'est moins 20%, achète mon truc, c'est moins 20%. C'est tiens, putain, super info pour toi, comme tu l'enverrais à un ou une de tes potes. Super info pour toi. J'ai découvert ce truc sur les housses de couette où en fait, quand tu les laves au sein doux, je ne sais pas, à 20 degrés, derrière, quand tu les mets sur ton lit et que tu te mets dedans, mais c'est extraordinaire. J'ai fait ça l'autre fois avec ma femme. Elle m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait dans la housse qu'est-ce que tu as fait dans la housse là? J'ai l'impression de nager sur un petit nuage et tout. Bref, mon histoire est claquée au sol, mais ça donne une idée, tu vois. Exactement le principe. Et c'était vraiment ça, ça, génial, les emails. C'était apporter de la valeur, donner des conseils, raconter des anecdotes, même sur la conception, genre qu'ils sont allés chercher le coton en Égypte, machin et tout, tu vois. Et genre ça crée une Ouais, aventure et le client s'y retrouve. c'est ça. Ça, c'est extra, putain. Ouais, c'est Donc, Trop bien. ouais, c'est pour ça, je pense que je me focus aussi sur ça, pour nos élèves et même pour nous, si on a des projets e-commerce, de tester de bosser avec eux et tester ces principes-là, parce qu'il y a un marché à prendre en final que personne n'utilise. Et pour le coup, justement, ce que tu disais, Joseph, là, pour le coup, on est en 100% profit à part le produit. Et du coup, eux, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Ils sont peut-être break-even ou à peine rentables avec leur pub, etc. Et là, ils vont chercher un 20-30% de profit en plus en back-end avec des emails. Donc, C'est bref. clair. ouais. Surtout que dans la majeure partie des cas, ils ont toujours une liste email qui dort parce que les e-commerçants vont toujours chercher la première vente, la vente Ouais, via c'est la ça. pub, tu vois. Et après, ah, j'ai une liste email, bon, je m'en fous. Putain, il y a de l'argent qui dort, quoi. Ouais, c'est ça. Pour rebondir un peu sur ce que Benoît avait dit, il a pris la voix de son client pour rédiger les emails. Et ça, je Ouais. pense, c'est un point qui est quand même super important et que presque personne en parle dans l'industrie. Une fois, je suis tombé sur ton post sur Facebook, je crois, et tu avais écrit ben, comment prendre la voix de ton client et pourquoi c'est important. Et je me suis dit, mais merde, c'est vraiment bon. Et personne n'en parle. Même dans les formations américaines, c'est très rare que je vois quelqu'un en parler. Et tu pourrais un peu nous dire pourquoi c'est important et comment tu fais toi pour prendre la voix de ton client, mais quand tu le faisais ou si tu le fais encore. Ouais, bien sûr. Et juste avant, je vais ouvrir une boucle. Comme ça, les Vas-y. gens vont rester un peu plus longtemps. Tout à l'heure, je veux savoir comment vous, pour vos emails, vous faites pour injecter votre identité. Donc, ça arrive juste après. Ouais. Je vais répondre à ta question. Pourquoi c'est important? Quand on est tous des êtres humains avec chacun notre ego, ça on va pas se mentir. Et en fait, quand tu es copywriter et que tu fais de la copie, la première personne à qui tu dois vendre, en fait, c'est pas les clients de ton client, les prospects de ton client, c'est ton client. C'est-à-dire que si ton client n'est pas vendu,
si ta copie n'est pas vendue auprès de ton client, parce que le jour où il t'a donné de l'argent, la vente ne s'arrête pas, tu vois. Tu dois toujours lui vendre la copie que tu vas lui proposer. Tu dois toujours lui vendre tes pages de vente. Tu dois toujours lui vendre tes emails. Tu dois lui vendre, mets-le en ligne, tu vois. Tu dois lui vendre la mise en ligne. Et le truc le plus simple et efficace pour ça, c'est de prendre son ton, sa voix. Parce qu'il va se reconnaître dedans. Et en fait, à partir du moment où tu fais passer aussi les bonnes idées, tu peux faire aussi passer tes idées. Si elles sont dites dans son langage, la personne en face, elle va dire « Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. J'ai rien à dire sur ta copie, tu peux la shooter, tu vois, et tu vas être tranquille. » Et ça, c'est vraiment un truc capital où aujourd'hui, je vois encore énormément de copywriters qui se disent « Ouais, t'inquiète, je te fais des emails. » Ils font des emails dans leur style. Ouais. Et puis, c'est parti. Et le client en face, il dit « Bah non, ça ne me ressemble pas. » Bah évidemment, parce que ça demande du travail. Après, bon, il y a un enjeu où le client qui veut ça, il faut aussi qu'il mette l'argent parce que tu prends pas le ton et la voix de ton client en 24 heures. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça fait partie du game si tu veux des bons emails, quoi. Et ce truc-là, putain, je sais plus où est-ce que j'allais avec cette idée. Ce truc-là, c'est juste fondamental en fait déjà pour que ton client accepte ta copie. Dans le cas où il a déjà écrit de la copie, où il s'exprime déjà, tu vois. Parce qu'il y a aussi des clients qui n'envoient pas d'email, qui n'ont pas de page de vente. Donc là, il y a un enjeu de te dire, OK, il va falloir que je passe du temps avec mon client, il va falloir que je regarde tous ses contenus s'ils existent, et que déjà, je prenne les informations qu'il y a là-dedans pour m'en imprégner, pour imiter son ton, sa voix, son style, et pour lui retransmettre derrière. Ouais. Ce que tu as dit, c'est super important en fait. Ça permet aussi de se différencier et de facturer plus cher. Genre, tu peux aller voir le copywriter de base qui va te faire du copywriting, ou alors le vrai copywriter qui va te faire du copywriter personnalisé avec ta voix, etc. Et c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi dans ce sens-là, mais en fait, ça fait partie du package de l'offre en mode bah, c'est pour ça que tu vas me payer 3000 balles au lieu de 500. Tu vois. Exactement. Ouais, c'est drôle parce que l'année passée, au Black Friday, j'écrivais une séquence de lancement pour une de mes clientes et son audience à elle, c'est des Afro-Américains et elles sont très religieuses. Et là, j'écrivais la séquence, ouais, j'ai adopté un peu son ton et sa voix et j'ai juste mis le mot shit en anglais. Ouais. Et là, dès l'email a été envoyé, c'était le bordel au SAV. Elle me dit, Joseph, je reçois plein de commentaires, de retours négatifs. Est-ce que je me suis fait hacker? Je sais pas quoi. C'est pas moi qui l'a écrit. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a écrit à ma place? Et là, je me suis dit, merde, il faut que j'arrête la séquence. Et ça prouve justement à quel point c'est important que même les détails, les mots que tu utilises doivent ressembler à celui de ton client parce que des fois, ça peut arriver, ce genre de truc qui arrive avec moi. Puis c'est le bordel. Bref, j'ai dû arrêter la séquence parce que c'était rendu n'importe quoi à la fin. Ouais. Merde. Et là, je voyais les ventes, je suis comme merde, il faut toi arrêter, il reste encore 2 jours au lancement. Ouais, ça me parle. Ça, c'est capital de cadrer avec le client. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne dit pas? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on dit, des trucs qu'on ne dit pas, des trucs qui ne sont pas, qui rentrent pas dans ton ton, ta voix? Alors, ça va demander du temps au client, mais encore une fois, si le client, il veut la bonne copie, il a aussi besoin de s'engager dedans, quoi. C'est vrai à 100%. Mais ouais. Et au niveau de ta méthode ou quoi, si tu as quelque chose que tu fais justement pour adopter la voix de ton client, est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu checkes son contenu? Enfin, j'imagine il y a plusieurs choses que tu fais. Ouais. Il y a un process complet. Au début, il était beaucoup plus long puisque il y a une époque, la première fois que je l'ai fait, j'avais créé un voice guide pour le client. Le voice guide, c'est quelque chose que qu'on retrouve beaucoup plus du côté journalistique. C'est un voice guide, c'est en gros ton espèce de dictionnaire Bible Becherel de ta boîte. Tu vois, tu peux aller voir, il y en a, tu tapes voice guide, c'est chez le truc d'email là, comment il s'appelle déjà, le truc cheap de ouf. Service d'emailing que tout le monde utilise mais qui est nul. Mailchimp, voilà. Mailchimp, l'outil est, enfin, il y a 2 ans, il était à chier. Aujourd'hui, il est peut-être mieux, je sais pas. Mais ils ont une très très bonne communication et un très très bon marketing. Et ils ont ce voice guide, donc ça pour s'inspirer, j'invite toi qui nous regardes à aller checker. Tu tapes voice guide Mailchimp pour jeter un œil. Et le process, c'était le suivant. Je prenais les textes déjà écrits par les clients, donc ça pouvait être, en gros, le process quand même, je disais, donne-moi les 3 à 5 posts email, post-email généralement, ou vidéo, et vidéo, ouais, c'est ça le troisième, qui ont le plus performé. Donc vidéo, je pouvais le trouver tout seul puisque tu vas sur YouTube et tu regardes les vidéos qui ont été le plus vues, tu vois. Mais sinon, email et post qui ont le plus performé, donc entre 3 et 5.
De chaque, c'est bien, tu as 3 à 5 emails, 3 à 5 posts, 3 à 5 vidéos YouTube. Tu te baignes là-dedans, tu consommes ça. Et je me faisais chier à étudier vraiment à l'époque, OK, quelle est la durée moyenne d'une phrase, quelle est la ponctuation que la personne utilise et compagnie. La durée moyenne d'une phrase, on s'en branle. Par contre, la ponctuation, ça peut vraiment faire des trucs parce que tu as vraiment des gens qui ont des tics de langage ponctuationnels. Ce mot n'existe pas, mais je m'en bats les couilles. Euh, et ça fait partie des petits détails qui vont faire dire à ton client, waouh, putain, mon copywriter, c'est un tueur. Et son audience, pareil, va se dire, ah, rien n'a changé. Évidemment, sur la longueur des phrases, si ton client fait des phrases très très longues, il va falloir quand même apprendre à faire des phrases un peu plus courtes, pardon, ne serait-ce que pour faire de la bonne copie et avoir des phrases un peu claires et pas faire du Flaubert, quoi. Même si je ne sais pas si Flaubert fait des phrases longues ou pas, il faudra que je vérifie. Et ça, c'est le premier truc. Donc, j'étudiais tous ces contenus. À une époque, je les recopiais à la main. J'en recopiais au moins 2-3 à la main, tu vois, vraiment pour capter le truc. Je consommais tous les podcasts, interviews du client. Moi, je passais déjà 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures avec le client sur un premier appel où j'étudiais un peu tout son business, j'ai tout un process, je pose 47 questions, bam boum. Et ensuite, tout ce qu'il me disait, je repassais dessus, je retapais certaines parties où là, il y avait de la valeur de ouf que je pouvais réutiliser ensuite. Donc, je me baignais. Et en fait, à partir de là, je pouvais déjà identifier des tendances qui se dessinaient, des trucs qui revenaient. Et après, en continu, je continuais de consommer du contenu, interviews, vidéos, etc. pour vraiment toujours capter les petites nuances et les grandes idées qui sont toujours partagées par le client. Ouais, tu avais un vrai process super carré. C'est vrai que moi, ce que je faisais, c'est juste je regardais les vidéos YouTube pendant des heures et je lisais ses emails, effectivement, mais je n'allais pas aussi loin, quoi. Donc, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est plus un besoin perso pour me rassurer de toujours faire plus et de me dire, OK, là, on est bien, tu vois. Ouais. Non, mais c'est Ouais. intéressant, celui qui veut être vraiment dans le perfectionnisme. Mais je crois que tu en parlais avec Stan, justement. Je crois, genre ceux qui sont très analytiques, qui vont vraiment tout cadrer, et ceux qui sont un peu plus instinctifs, tu vois. Ouais. Moi, pour le coup, il n'y a rien, jamais rien de préparé, j'écris et c'est parti, tu vois. Mm. Mais là, c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là où tu peux vraiment cadrer les choses et, comme tu dis, pour te rassurer, pour te sentir bien dans ta prestation. Et tu te dis, au moins, j'ai tout mis de mon côté. Si le client n'est pas content, bon, bah, j'y peux rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Logiquement, ça n'arrive pas vu que tu as fait tout ce travail. En général, ouais. Et puis après, il y a aussi tout un process pour présenter la copie d'une manière où le client n'a rien à dire, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais jamais envoyer de Google Doc. Ça, jamais de la vie, tu reçois un Google Doc de ma part. On s'appelle, on se fait un Zoom, on regarde ensemble et, euh, et il y a un certain nombre de règles en fait à respecter que j'impose à mon client sur lequel il doit me faire des retours. Et j'aime pas et j'aime sont 2 phrases proscrites dans ce rendez-vous. Ouais, puis c'est intéressant parce que justement, toute cette recherche et le fait que tu vas adopter la voix de ton client, tu peux lui expliquer ça sur ton appel et à cause de ça, justement, tu peux charger encore plus. Et c'est rare, je pense, c'est rare que les copywriters font ça. Ouais. Souvent, tu reçois un Google Doc et en fait, c'est avec Stan. Oui, c'est dans le deuxième épisode de Stan, justement, à qui on parlait de ça, où tu reçois le Google Doc et en fait, tu n'es pas en accord avec ce que tu as décrit et le copywriter n'est pas là pour défendre la copie. Et peut-être que l'entrepreneur va dire, ouais, mais moi, j'aurais fait ça. Et peut-être que le copywriter, il a pensé ce truc-là. Peut-être qu'il l'a fait et que à cause de sa recherche, il l'a pas gardé, tu vois. C'est pour ça que c'est super important de toujours être présent pour présenter la copie au client, tu vois. Dans Mad Men, je ne sais pas si vous avez regardé Mad Men, tu verras jamais Don Draper shooter sa copie à son client et ne pas être là pour la défendre. Et tu vois dans chaque rendez-vous qu'ils font, ils se battent Ouais, bec et ongles pour faire passer leur pub, quoi. Et ben c'est ça notre métier. j'ai aimé. Ouais, non, c'est intéressant. C'est des conseils qu'on ne voit pas, justement. Donc, c'est cool, cette vidéo sur la voix, le fait de transitionner, de copie SaaS, etc. Donc, pas mal de pépites, je trouve. Et du coup, je crois que c'est surtout moi, à chaque fois que je vois vos emails, je vois surtout Joseph qui les écrit. Est-ce que de temps en temps, Benoît t'en fait aussi sur les copywriters? Ouais, c'est 50-50. Ouais, c'est ça, c'est Ok, vraiment ok. 50-50. Une semaine sur Je deux, tombe c'est toujours ça. sur la même personne, quoi. Parce Du que, coup, vous, comment vous avez trouvé un peu ce ton et votre ton, votre voix et votre manière de vous exprimer dans vos emails? ouais, ben en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours analyser ce qui se passe alentour de moi. Comme par exemple, on était en Italie avec ma copine
Et on voulait aller à la plage. C'était genre sur le bord de l'eau, il y avait il y avait plein de plages. Et je suis rentré, je dis, OK, ça va être combien pour prendre les 2 lits au fond? Elle m'a dit 400 €. Je suis comme, mais non, ça fait aucun sens. Elle dit, viens, Ornella, ma copine s'appelle Ornella. On se casse d'ici, on va à une autre plage, ça a coûté 30 €. Et là, je me suis dit, ben, c'est sûr que je peux écrire un email sur ça et faire un lien justement avec le copywriting et le marketing. Et à chaque fois que je voyage ou que je suis au restaurant, peu importe, j'essaie de faire un lien avec le copywriting et d'évoquer ce message à travers mes emails. Donc, pour moi, c'est ça. C'est toujours, j'essaie de trouver une histoire et faire une liaison avec ça et évoquer à notre liste. Excuse-moi, j'ai bugué un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi j'ai le même process de juste prendre un truc qui me fait rire dans la vie ou que je vois. Après, je pense on est tous comme ça, genre on est tous tout le temps en train d'analyser un truc. Genre tu vois une pancarte, tu te dis ah, qu'est-ce qu'il a écrit pour attirer mon attention ou quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je reprends ça et j'essaye de développer l'idée. Et du coup, j'ai jamais ce truc de la page blanche ou quoi, parce que déjà j'ai un fichier où je mets toutes les idées comme ça, un peu pareil, tu vois, je vais me balader dans la rue. L'autre fois, je voyais genre une boutique de cigarettes électroniques. En gros, c'était la cigarette à 1 € si tu achètes, je sais pas, 10 flacons, tu vois. Et je l'ai pris en photo et je me suis dit, ça, je vais en faire un email parce que c'est une offre irrésistible, blablabla. Et du coup, tout ça, je fous dans un dossier. Et donc, quand j'arrive à écrire, je raconte juste ça, en fait. Et après, j'ajoute ma personnalité. Donc, pareil, des petites blagues, jouer avec le lecteur en mode, je t'annonce un truc, en fait, c'est pas ça, mais en fait, c'est ça. Enfin, tu vois. Mais ça, c'est propre à chacun, après, je pense. Ouais. Je réfléchis pas à des structures, je raconte juste la manière dont, comme si on parlait là maintenant, en fait, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. C'est une question que je me pose justement en ce moment. Et j'ai pas encore la réponse, donc peut-être que vous l'avez. Est-ce que pour vous, il faut quand même avoir une certaine capacité, une certaine facilité en fait à parler et à s'exprimer pour pouvoir faire de la bonne copie? Parce que si je prends quelqu'un, par exemple, qui a plus de difficultés à s'exprimer à d'autres personnes, qui veut faire passer toutes ses idées d'un coup, ou qui est très très introverti ou très très timide, ces personnes-là qui ont du mal à s'exprimer à l'oral peuvent avoir des problématiques pour s'exprimer à l'écrit. Est-ce que pour vous, du coup, c'est pas fait, c'est pas forcément fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a un moyen de dépasser en fait ce blocage et de se dire si tu peux quand même écrire de la bonne copie, si tu as du mal. Par exemple, là, on est tous les trois sur Zoom, s'il y avait une personne qui vraiment était mal à l'aise, il serait là en train de dire oui, bonjour. Est-ce que cette personne peut quand même tout péter? C'est une bonne question, honnêtement. Moi, de mon côté, je sais que j'ai un peu peut-être des fois de la misère à exprimer mes idées facilement. Et je suis plus du genre à juste, je suis vraiment introverti, je suis dans mon coin et je fais juste écrire. Et c'est pas quelque chose qui me retient vraiment de mettre mes idées sur une page ou à travers un email. J'ai plutôt de la facilité à raconter les histoires, dans les broadcasts et tout ça. Mais en vraie vie, je suis quelqu'un de vraiment timide. Au mastermind avec Benoît, je suis comme laisse tomber, je vais voir personne. Si je serais tout seul, j'aurais parlé avec personne. Je suis très timide en vrai. Mais c'est pour trouver un truc pour te débloquer quand tu écris, j'en ai pas vraiment, honnêtement. Je fais juste écrire qu'est-ce qui se passe dans ma tête et je fais juste raconter mes histoires, oui, en ajoutant un peu de copywriting et à travers mes emails, mais sinon, j'ai pas vraiment d'astuces pour me débloquer. Je sais pas, toi, si Benoît, tu as quelque chose. J'ai jamais eu le cas, ouais. C'est vrai que moi, je suis plutôt de base assez timide. Donc là, quand on parle comme ça, tu vois, je te dis, c'est une discussion de comptoir, donc ça va. Mais effectivement, dans un événement plus grand ou si je rencontre des inconnus, effectivement, ça va être plus compliqué. Et pour la personne qui serait introvertie et qui se demande, est-ce que je peux faire du copie ou quoi, je pense que ça va. Je pense que vu que tu es à la barrière de l'écran, peut-être que tu peux plus laisser parler ta créativité et tu as t'as peut-être moins de blocage que si tu devais speaker devant 300 personnes, tu vois. Euh, Ouais, j'ai pas la réponse. Je pense qu'en vrai, ça reste quand même accessible à tout le monde. Bien sûr, si le mec a les bases, donc il aime un minimum écrire, il est un minimum créatif, donc il ou elle, bien sûr. Et après, si c'est un mec qui est pas ou elle, qui est pas créatif et qui se passe rien dans sa tête, il n'y a pas d'idée qui tourne et voilà, effectivement, ça va être impossible. Mais je pense que c'est même pas quelqu'un qui va s'orienter vers le copie de base, quoi, en fait. Ouais, c'est une bonne remarque, ça. C'est une question, justement, c'est un peu la question sous-jacente du truc. Je me disais, est-ce que tu peux y arriver si malgré tout, tu as beaucoup plus un esprit analytique que créatif, ou est-ce que le créatif est vraiment indispensable derrière, quoi?
J'ai l'impression que ouais. Ouais, ben, en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un d'analytique. Je viens d'un background où j'ai étudié en ingénieur mécanique. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est l'écriture et le marketing et je détestais ça. Mais pourtant, juste comprendre la psychologie humaine et pourquoi on agit d'une telle façon et non d'une autre, c'est ça qui m'a vraiment passionné. Et souvent, lorsque je suis bloqué devant mon écran et je ne sais pas quoi écrire comme email, j'essaie de penser à une histoire et là, c'est fluide. Et là, j'écris. Hmm. Donc, vraiment, quand je m'oriente vers une histoire qui s'est passée personnellement, là, c'est beaucoup plus facile d'écrire quelque chose. Donc, ça, c'est mon petite astuce, mais sinon, il n'y a vraiment rien d'autre de mon côté. Ouais. Après, dans tous les Il y a cas, un que ce soit côté qu'on soit gym. créatif de base ou pas, le secret, c'est d'écrire. Tu vois, justement, j'ai mis ça, je sais plus, dans une page de vente ou un email récemment, j'y pensais. En gros, je faisais le recul et je me dis, moi, ça fait 3 ans que j'écris au moins 6 emails par semaine, si pas plus. J'ai une époque où je faisais du community management, j'écrivais 6 publications Facebook par jour. Et en fait, ça fait Ouais. 3 ans que j'écris tous les jours du copy. Et donc, en fait, si tu pratiques, au bout d'un moment, forcément que ton esprit va se développer, c'est un muscle. Donc, si tu C'est arrives vrai. dans le copy, parce que la psychologie humaine, enfin, juste pour les bases, ça t'intéresse un minimum, le marketing, ça t'intéresse un minimum, l'écriture, ça ne te dérange pas, le fait de se former, de pratiquer, et c'est après dans la pratique, forcément, on n'est pas à l'aise pour les premiers copies, qu'on soit quelqu'un d'extraverti, de créatif, ou qu'on soit quelqu'un d'introverti et qui n'a pas beaucoup d'idées. Je pense que c'est juste la pratique. Et en fait, si le travail est bien fait, c'est toujours pareil, si tu maîtrises ton avatar, etc., Hmm. tu sais à qui tu parles, et donc les idées vont venir. Je pense que Hmm. ça se Ouais, passe comme ça. c'est une bonne remarque. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça déclic un peu dans ma tête. C'est vrai que c'est un vrai muscle. Et maintenant que je m'en rappelle, les premiers emails que j'écris, il y avait une, deux fulgurances, on va dire. Et le reste était à chier. Et niveau inventivité, on n'y était pas du tout. Donc effectivement, ça doit être un peu une question de pratique et de se dire, OK, comment je génère constamment des idées pour communiquer quelque chose, quoi. Donc ouais, je vous rejoins. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça devient un peu inconscient. Genre, je reparle tout à l'heure, je disais, bah, je prends pas de structure. En fait, justement, là, on en parlant, en fait, si j'ai des structures, mais elles sont tellement ancrées en moi que je sais que là, Ouais, je vais faire pareil. Ah, un petit open loop, je vais parler d'autre chose, je rajoute un petit PS avec une curiosité ou peu Ouais. importe. Et ça, c'est juste des mécanismes que tu t'ancres au début. Quand tu vois ça pour la première fois, tu dis, limite, tu prends une fiche et tu dis, alors là, je vais faire un PAS, machin. c'est Et en fait, ça. Euh, mes premiers emails, c'était ça, quoi. Je mettais AIDA et je me dis, bon, qu'est-ce que je mets dans. Ah, ok. Ouais. Et en fait, maintenant, j'y pense plus une seule seconde, quoi. Oui, c'est vrai. C'est intégré dans le cerveau et limite, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais ça devient même une manière de s'exprimer où en fait, maintenant, quand on écrit de la copie, c'est vraiment comme on parle. Moi, les gens qui ont des discussions avec moi, ils pètent des plombs parce que je suis toujours là en train de leur raconter et puis je fais, ah oui, et puis il y a cette information-là, puisqu'elle arrive dans ma tête, il y a cette information-là qui est importante, je te la donne dans un instant, mais juste avant, ta-da-da. Et tout le temps, quoi. C'est fatigant. Et mais le Et gars est si en tu veux savoir constant, la suite, c'est moins 50% en cliquant sur le lien. c'est ça. le gars est dans un constant open loop dans sa tête. Constamment, putain, Il c'est doit un être perdu. délire. Ok, bon, en tout cas, voilà, je pense que le volet écrire personnalité, etc., dans le copy, je pense qu'on l'a bien cerné. En tout cas, il y a pas mal de pépites. Et justement, par rapport à ça, pour essayer de faire une transition, donc tu parlais que le fait d'ajouter de la personnalité et d'apporter vraiment de la valeur à ton client par ce biais-là, de dire j'ai une copie personnalisée qu'à ta voix, ça te permet de choper du gros client. Et nous, c'est un peu comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai connu en mode le copywriter qui a bossé pour des gros noms dans l'industrie. Donc, si on peut un peu arriver à comment tu as fait pour approcher ces gens-là, est-ce que tu étais full débutant et tu y allais au culot? Est-ce que tu avais déjà de l'expérience et confiance en toi? Ou voilà, la petite histoire derrière ça. Les deux, vraiment, j'en parlais hier avec une pote, on se faisait une bouffe et on se posait la question, c'est quoi pour toi le profil de l'entrepreneur qui réussit? Et c'est cette capacité, même si tu n'as pas confiance, à faire le truc et à y aller en fait. Et pour trouver ces premiers gros clients, en fait, j'avais déjà beaucoup, euh, j'avais déjà beaucoup travaillé, entre guillemets, où j'avais fait des petits projets. J'avais bossé pour un gars qui avait une salle de sport qui voulait lancer des produits en ligne. J'avais pas été payé. Ça a été un projet qui était qui a pas trop fini, tu vois. C'est à la fin, c'est juste le projet typique du copywriter qui se fait pas payer, où le client le ghost, n'écoute pas ses conseils et n'applique jamais la copie, tu vois. Tu te prends ça une première fois, tu dis, OK, il y a un problème. J'ai retrouvé ce carnet bleu là, dans lequel, mot pour mot, je me dis, plus jamais tu dois autant pas te faire respecter par ton client. Donc, à partir de maintenant, tu te fais payer. Et j'ai aussi bossé avec d'autres gens qui avaient une chaîne YouTube, etc.
Et bah, j'avais ce petit bagage, mais bon, tu vois, t'avais pas fait des milliers et des cents, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, moi, ça décollait pas trop. Et c'était des petites choses à droite à gauche, tu t'entraînes, tu pratiques, tu fais des trucs. Après, tu captes. Tu captes et tu as un talent quand même, enfin, tu as un talent, tu as une compétence plus qu'un talent qui est là pour apporter de la valeur. Un jour, je me retrouve face à. Je vais à un événement, du coup, ça, je crois, ouais, on en a parlé une fois, je sais plus où est-ce qu'on en avait parlé de ça. Je Ouais, pense ouais, je crois. Je vais à un événement et là, parce qu'on me dit juste, tiens, PB, je vais à un événement la semaine prochaine, est-ce que ça te dit de venir? Je fais, bah vas-y, feu. Et je rencontre du coup, bah, sur place, je rencontre du monde, je rencontre deux personnes qui sont devenues clients, dont une qui est devenue cliente un an après, un an et demi après même. Donc c'est pour dire que le jour où vous rencontrez votre client n'est peut-être pas le jour où il va devenir client. C'est comme pour nos clients. Quand tu rejoins ta liste email, il ne devient pas client dans la foulée. Il faut attendre un peu parfois. Et ben, elle, bam, on a eu quand même un an et demi entre les deux. Et je me retrouve aussi face à quelqu'un qui est devenu mon premier grand client, enfin, grand client connu, on va dire, qui est Antoine Pétavin, où je ne connais pas le gars, je ne sais pas ce qu'il fait, je sais qu'il organise cette conférence, donc je discute avec, on matche bien, il me propose de travailler pour lui. Et moi, je me dis, bah, OK, feu. Quand je suis là, face à lui, je me dis, OK, bon, j'ai des expériences avec d'autres clients, certes. Maintenant, là, on joue quand même dans une autre cour. On joue dans une cour où tu te dis, le gars a quand même l'air un peu influent, connaît du monde. Si je fais de la merde, ça va pas être idéal. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de souci parce que bah, je me disais que je pouvais quand même lui apporter la valeur parce que j'étais formé, parce que j'avais pratiqué, parce que j'avais des expériences que j'avais fait gratuitement et je ne commande jamais de faire gratuitement et d'autres que j'avais été payé une misère pour. Et du coup, j'ai fait, OK, il n'y a pas de souci, on fait ça, on peut démarrer dans 2 semaines, on peut démarrer enfin, on s'appelle déjà, on voit si on est un bon match, parce que ne jamais se jeter sur un client tant que tu ne le connais pas, en fait. Donc déjà, on voit si on est un bon match, tu vois, parce que je voulais aussi me respecter. Et on voit comment on avance. Bref, on fait un appel, on dit OK, on s'entend bien. Et je me rends compte, OK, on peut travailler ensemble. Je fais OK, laisse-moi juste un peu de temps. Là, en ce moment, je suis un peu occupé. Et j'étais occupé sur certains projets que je voulais finir avec des potes et avec certains clients pas ouf que j'avais. Et aussi, bah là, je me suis dit, OK, tu as 2 semaines pour devenir encore plus un tueur. Donc, pendant 2 semaines, j'ai pris son business et je me suis préparé, quoi. J'ai étudié ses vidéos, j'ai étudié ses emails, j'ai étudié ses tunnels. Et j'ai gratté, quoi. J'ai gratté des emails tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si bien que le jour où on a commencé à travailler ensemble, bah, j'étais prêt. Mais quand je lui ai dit, viens, on travaille ensemble, j'étais pas prêt du tout. C'était une très longue histoire pour raconter ça, quand même. Et t'es passé super vite sur un point, tu dis, je le rencontre à l'événement, il me dit, on bosse ensemble, et ça y est, on a pris Ah contact. non, Genre. mais Et c'est ouais. littéralement passé comme ça, et du coup, on peut jouer un peu sur la chance, ou tu l'as quand même provoqué, tu as essayé de te vendre inconsciemment, ou même pas du coup. On peut jouer sur la chance, hein. Après, bon, la chance, elle se multiplie. Ou moi, littéralement, ça faisait 6 mois que j'allais à tous les événements possibles et imaginables aussi. Donc, je rencontrais des mondes. Là, il y a forcément eu des conditions réunies pour que la chance opère. Si Ouais, tu c'est fais ça. rien, que tu restes chez toi, tu n'auras pas de chance. Moi, je l'ai juste rencontré. J'avais une bière dans le pif. Je lui pose une question sur son événement, on fait la discussion, je lui dis que je suis copywriter. À l'époque, le marché du copywriting, autant te dire qu'on était 3 sur le marché, enfin 3, j'exagère, on n'était pas nombreux. Donc à l'événement, j'étais tout seul, tu vois, déjà d'office, il n'y avait pas d'autres copywriters. Donc c'est comme être... Putain, j'ai pas d'expression qui vient, ça tombe à l'eau. Mais bref, j'étais vraiment au milieu d'une espèce de piscine de clients génial, tu vois. Et en fait, non, dans le fil de discussion, on s'entend bien. Il me dit qu'il cherche justement un copywriter pour prendre ses emails et je lui fais, bah vas-y, on peut en discuter. Donc la chance était là. Maintenant, la chance, je l'ai provoquée en allant à Oui, des voilà, c'est événements ça. et en Si allant à pendant des 6 mois, tu événements, n'as fait j'étais que seul. ça, c'est absolument pas de Ça. la chance. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait bien de revenir dessus. Parce que voilà, il y a quand même du boulot derrière, le fait de se déplacer, sortir de sa zone de confort, aller parler à des gens. Et c'est rarement comme ça que ça tombe du ciel, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est les gens quand même qui font les actions inconfortables qui vont avoir les résultats. Je me rappelle une fois d'un copywriter qui me dit, ouais, non, moi j'habite loin, je peux pas faire le déplacement. Bah mec, fais le déplacement en fait. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas faire le déplacement? Si tu veux des clients, tu vas les trouver les solutions, tu vois. Ça coûte combien un billet d'avion aujourd'hui? Moi, je fais Paris-Nice pour même pas 100 balles. Bon, un Airbnb sur Paris, c'est pas donné, mais on peut en trouver pas mal si on n'a pas de thunes dans la petite couronne. Franchement, quand les événements sont à Paris, puisque maintenant il y en a à Nice, il y en a à Lyon, il y en a partout. Franchement, c'est pas la mer à boire non plus. Et au bout d'un moment, il faut aussi investir dans son succès en effort, en argent et en temps, quoi.
Ça tombe pas du ciel. Hein. Ouais, c'est ça, il faut vraiment devenir confortable dans l'inconfortable. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça paye toujours. Ça paye toujours, quoi. Le philosophe. C'est ça, les philosophes. C'est clair. Du coup, Joseph, au prochain mastermind, tu vas parler à tout le monde parce que tu seras bien dans l'inconfort. Ouais, c'est ça. Il faut juste dire, vas-y, Joseph, va le parler. Puis, bon, là, on est deux, donc ça va. Mais Tu verras que ok, c'est fun. donc, c'est intéressant quoi. Donc c'est par événement physique que tu t'es dit, je vais rencontrer du monde et je vais pouvoir créer des liens. Et du coup, tu as même rencontré ta deuxième cliente, tu as dit avec qui tu l'as fait Ouais. un an ou un an et demi plus tard. Un an et demi après, ouais, elle est devenue cliente. Il s'était passé pas mal de choses entre-temps. Et un jour, j'ai fait un post sur Facebook où je disais, bah tiens, là, est-ce que je disais que j'avais une dispo? Je disais peut-être que j'avais une dispo. Et c'était parti, quoi. Mais ouais, il y a ce truc c'est quand même des personnes que tu vas pas nécessairement avoir en prospectant par email. Peut-être en créant une relation sur Instagram, si tu commentes régulièrement, si tu discutes par MP régulièrement, ou tu crées une relation si la personne est assez disponible. Mais quand même, c'est des personnes, quand tu cherches des gros clients comme ça, c'est mieux de les rencontrer en face à face dès que tu en as l'opportunité, quoi. Tu vois que la personne a fait un déplacement. Si c'est un client qui t'intéresse, quelqu'un que tu aimerais rencontrer, tu y vas, quoi. Ouais. Et Ok, c'est donc ça chiant, c'était hein, pour Antoine Pétavin. Et à l'époque. après, je crois que tu as bossé avec Romain Collignon et tu as dit la deuxième cliente sans dévoiler son nom, donc le petit open loop curiosité. Du coup, pour eux, c'était aussi, enfin pour Romain en tout cas, l'événement aussi, ou comment tu l'approches? Et pareil, est-ce que c'est du culot, tu portes un peu plus tes couilles, tu dis j'ai bossé avec Pétavin, ou là tu utilises la preuve sociale, je sais pas. Euh, Non, en fait, c'était jamais trop au culot puisque c'était toujours, OK, il y a toujours ce truc où, OK, je peux aider la personne. Mais non, c'était différent pour Romain Collignon. Je l'avais rencontré avant Antoine Pétavin à un événement où j'avais été, où ça coûtait 1000 balles de rentrer dans l'événement. Donc, autant te dire que voilà, c'est un investissement qui parfois fait trembler un petit peu quand tu les as pas. Mais j'étais à cet événement et on s'était rencontrés là-bas à un dîner. On avait bien matché, on avait déconné et je savais pas qui c'était, tu vois. Et je l'ai juste trouvé bonne ambiance. Il m'a aussi trouvé bonne ambiance. Donc, on a un peu gardé le contact. J'ai bossé avec Antoine. J'ai appris qu'eux se connaissaient. Et plus tard, j'ai redit à Romain, mec, moi, je kiffe ton business. Et vraiment, Romain, ce qu'il fait, je reste à dire que c'est un tueur. Putain. Et ça me ferait kiffer qu'on bosse ensemble, en fait. Je lui ai pas dit, viens, achète mes services. Je lui ai dit, ça me ferait kiffer qu'on bosse ensemble. Ok. Parce que j'ai envie de servir ta cause, tu vois. Et puis après, on a fait un espèce de process de recrutement et on a bossé ensemble. Moi, je sais pas si Joseph, tu as des questions sur Non, mais ça, sur les principalement, process. c'était vraiment en allant à des événements que tu as pu trouver tes clients. Ouais, principalement. Et il y a une époque aussi où j'avais lancé ça. C'est quelque chose que je recommande pas mal à mes clients. Et il y en a toujours aussi peu qui le font. Et ça me fend le cœur parce que ceux qui le font, ceux qui osent faire cette petite chose, mais ils cassent des gueules à chaque fois, quoi. Cassent des gueules positivement. Hein. C'est Romain, avant qu'on bosse ensemble, donc on s'était rencontrés une fois, deux fois, je lui ai envoyé une petite carte postale stylée que j'avais créée moi-même sur Photoshop, que j'avais fait imprimer, j'en avais fait imprimer 100, tu vois. Ça écrivait, il y avait écrit T'es une rockstar, est-ce que je les ai là? Non. Et je lui avais envoyé ça, je lui avais mis un petit mot personnalisé, je kiffe ce que tu fais, une petite carte pour faire plaisir. J'avais envoyé ça à pas mal de personnes. Et tu vois, c'est des attentions qui te démarquent de tous ces autres freelances qui sont juste là à dire salut, euh, viens, on travaille ensemble, en fait. Non. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ce genre de choses et c'est ça qui te permet justement de te démarquer des autres copywriters qui sont juste derrière leur écran. Mais je pense parce qu'on est majoritairement, je sais pas, moi je parle pour moi, on est super introverti, donc on a peur justement d'aller à des événements, approcher le monde et faire ce genre de trucs. En tout cas pour moi, je suis Ouais. le genre de mec qui va rester derrière son ordi et parler avec personne, tu vois. Je te rejoins de ouf. Hein. Les événements, tu me vois, je suis toujours dans un coin. Hein. Mais tu y vas quand même, tu fais acte de présence, tu finis toujours par rencontrer quelqu'un qui va être extraverti et cool. C'est ça. Et puis après, tu as un peu un boulevard. Et puis après, tu commences à avoir un réseau. Au pire, tu commences à discuter à des gens en ligne. Et quand tu les rencontres en vrai, ça se passe beaucoup plus facilement. Mhm. Tu vois, tu as des méthodes quand même pour arriver dans un espace où tu vas te sentir un tout petit peu plus en sécurité. Ouais. Ok, bah en tout cas, c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi, le peu d'événements que j'ai fait, c'est vrai qu'il y a, même en étant, soit en y allant tout seul et en étant un peu dans mon coin, quoi, on en tire toujours quelque chose.
un numéro de téléphone, un contact ou quoi. Et juste, dans tous les cas, même si jamais ça sort pas sur du business, juste en général, l'énergie et les vibes qu'il y a dans ces événements-là, même si tu payes 1000 balles et que derrière, tu n'as pas de client, même un an plus tard avec un numéro que tu avais pris, bah, c'est quand même rentable juste pour l'énergie que tu as pris quoi, et le shoot de motivation. Ouais, et puis franchement, quand tu payes un événement 1000 balles, en général, on te partage des trucs quand même assez avancés et tu te prends des belles claques, quoi. Ok, Même à 300 balles d'ailleurs. ouais. Ouais, non, ouais, c'est clair. Enfin, ça, dans tous les cas, même si on répète la même chose que tu as déjà vu dans une vidéo, juste l'énergie du direct, etc., enfin, ça Ouais, changera c'est tout. complètement Mm. différent. Ouais. Ouais. Bon, ça nous amène, je pense, à la prochaine question. C'est comment un coopérateur, justement, peut se différencier des autres, de sa concurrence ou dans son marché? Il y a eu Et c'est zéro une bonne transition, Joseph, il question. est en train de dormir. Il dit bon, question suivante. Putain, c'est une bonne question, ça, mec. On pourrait faire une masterclass de 3 heures sur le sujet. S'il y a un truc à Il y a un retenir, point, ouais, voilà. c'est de faire absolument l'inverse de ce que tous les autres copywriters font. C'est voilà, ils sont tous en train de faire quelque chose et ils y arrivent tous pas. Pour beaucoup. Enfin, prends ceux qui ont l'air de galérer, justement. Ceux qui répètent depuis 3 mois qu'ils sont à la recherche de clients, c'est que techniquement, il y a pas de résultat derrière. Fais l'inverse, en fait. Et va te positionner là où ta concurrence n'est pas. En fait, c'est juste des principes marketing qu'on doit utiliser aussi avec nos clients. C'est OK. Tu vises quelqu'un qui est sursollicité, qui reçoit sûrement beaucoup de copywriters, de demandes de Ouais. copywriters. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces copywriters ou ces freelances? Ils vont envoyer des emails de prospection dans la boîte mail de la personne. Donc là, tu es dans l'endroit le plus... là où c'est la guerre, en fait. Comment tu fais pour ne pas aller là où c'est la guerre? Moi, ce que je l'ai recommandé avec les cartes, c'est tu vas soit avec les cartes ou le présentiel, c'est tu vas soit les rencontrer en vrai, là où d'autres n'auront soit pas le courage, soit pas la motivation, soit pas les moyens d'aller, même si quand tu te donnes les moyens, quand même, tu peux y arriver. Hein. Moi, quand j'ai Il y a plus de craqué barrières à Botune, l'entrée, en fait. c'est ça. Tu vas dans leur boîte aux lettres, tu peux envoyer des cartes, tu peux envoyer des cadeaux, tu peux envoyer un rapport complet dans lequel tu fais tout un retour sur le business de la personne, que tu fais imprimer. Là, moi, franchement, demain, quelqu'un m'envoie PB, je t'envoie 10-15 pages sur comment faire exploser Copy Rockstars et on m'envoie ça par la poste. Bien sûr que la semaine d'après, j'ai la personne au téléphone. Bien sûr, en fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer plein de trucs parce que j'ai pas forcément aujourd'hui de besoin. Je ne recrute pas. Mais, On veut savoir ton mais voilà, adresse. en fait. Mais c'est ça le truc, en fait. C'est comment tu fais pour te démarquer. Donc, des cadeaux par la poste, des lettres par la poste, un rapport complet sur comment faire exploser le business par la poste aussi. Limite, envoie une clé USB avec une vidéo. Quoique une clé USB, ça peut paraître louche. On va dire, est-ce qu'on va me pirater mon PC? Ou tu te mets en présentiel devant ces gens-là. Bref, tu essaies de toujours aller là où il n'y a personne d'autre et de tester des approches Mhm. différentes. Les autres, ils sont tous là en train de te dire achète mes services. Moi, j'ai jamais dit à un client tiens, il faut qu'on travaille ensemble, voilà tout ce que je peux faire pour toi. C'est non, c'est voilà ce que je fais, voilà qui je suis, voilà pourquoi je te contacte. En outre, j'aime ta boîte. Si tu veux qu'on bosse ensemble, il n'y a pas de souci. Tu vois. Bam. Est-ce que ça va donner des résultats à chaque fois? Pas nécessairement, mais c'est moins agressif que dire viens, on bosse ensemble. Ça, c'est un premier truc. Et la deuxième chose, c'est bosser votre positionnement, quoi. Vraiment, putain, ça me... Oh là là, vous me prenez un peu chafouin aujourd'hui, bizarrement. C'est peut-être la sieste qui s'est mal terminée. Mais bossez votre positionnement quand un copywriter... Et encore une fois, je comprends, c'est des erreurs qu'on fait tous. C'est des erreurs que j'ai fait aussi. Donc, je comprends carrément la situation. Tu te poses plein de questions. Tu n'as pas forcément tout le paysage en tête. Mais en 2022, tu peux pas dire que tu es niché quand tu fais des emails et des pages de vente pour les infopreneurs. Tu es exactement sur le même Comme, créneau que ouais, que tout le monde. 99% des copywriters. C'est pas possible. Et tous ceux qui vont me dire oui, mais j'ai pas envie de me nicher, ok, il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas vouloir te nicher, mais tu dois te positionner. Tu dois créer quelque chose d'une manière où, lorsque ton client, il t'a en face de toi, il va se dire ah, il n'y a pas plus adapté pour ma situation. J'ai vu un truc passer hier.
Un positionnement, c'était pas un positionnement de copywriter. C'est quelqu'un qui m'a suivi sur Instagram. Je trouvais son positionnement hyper stylé. C'était une personne qui était wedding planner. Donc, wedding planner, pareil, marché, saturé la mort, compliqué, mais qui aide les personnes qui veulent faire un mariage éco-responsable. Déjà, là, tu commences à avoir un positionnement intéressant. Et je crois qu'il y avait un petit détail en plus. Et là, tu te dis, OK, pour quelqu'un qui a ces valeurs-là, bah déjà, tu vas te retrouver face à cette personne. C'est la wedding planner des gens qui veulent des mariages éco-responsables. Je vais travailler avec. Donc, tiens, t'es copywriter? Oui, mais je fais que des emails pour les personnes qui vendent de la formation en ligne. Alors là, il va falloir du coup se fixer une niche encore plus précise. Peut-être les coachs sportifs. Et encore, ça commence à être aussi saturé puisque c'est un des trucs auxquels les gens pensent le plus. Donc, comment repenser aussi ce positionnement pour se démarquer des autres, en fait? C'est tu regardes tout le marché, tu regardes tous les copywriters que tu vois et tu identifies des trous, en fait. Qu'est-ce qui manque à ces personnes pour qu'elles s'identifient et en quoi il est présent chez toi? Et tu te poses plein de questions sur toi, sur ton passé, sur ton positionnement. Ou peut-être que, moi, je suis la personne la plus appropriée parce que pour telle ou telle raison, j'ai bossé chez Airbus. Et pour telle ou telle raison, en tant que personne qui a bossé chez Airbus, je suis la personne la plus appropriée pour aider tel marché, telle niche, tel type de client. Ouais. Et c'est toutes ces choses. Ou alors, tu te positionnes encore une fois par le service que tu vends. Genre, OK, je suis copywriter, mais spécialisé uniquement en email. Même si là, il y en a encore beaucoup. Ça peut être, je suis copywriter spécialisé en email e-commerce pour, je sais pas, pour la vente de pyjama licorne, tu vois, ou de drap, exactement. Ou, je suis spécialisé. Après, tu regardes aussi ce qui est en demande. Les VSL, personne ne sait en faire et les gens en veulent tout le temps. Les pubs, c'est pareil. Bon, les emails, ça mange pas de pain. Tout le monde va sur les pages de vente, alors que vraiment, les pages de vente, il faut arrêter. C'est l'un des trucs dont les gens ont certes besoin, mais en vrai, non. On va pas se mentir. Et après, il y a plein de marchés ignorés où tout le monde va sur les infopreneurs en mode « Allez, les infopreneurs, c'est trop bien, c'est trop bien ». Là, j'ai fait passer quelqu'un sur le podcast, c'est sorti cette semaine. Elle est positionnée sur les boîtes à impact positif, mais pas de e-commerce, enfin pas nécessairement de e-commerce où c'était du e-commerce entre guillemets puisque c'est du B2B, et pas non plus dans les infopreneurs. Autant te dire qu'elle a débarqué, en un mois, elle pétait tout parce qu'elle était toute seule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est faire vraiment l'opposé de ce que font les autres, quoi. J'ai encore écrit un email qui va bientôt sortir, ou je crois qu'il est déjà sorti. Et en gros, je disais, quand tu vois tout le monde qui fait rouge, genre va faire bleu, tu vois, et prends tout le temps l'opposé, que ce soit sur YouTube, pour tes miniatures, pour tes sujets d'email. Si tout le monde met un bénéfice, toi, mets autre chose. Et fais tout l'opposé. Et franchement, c'est sûr que tu tomberas dans un océan bleu au lieu que tout le monde soit dans l'océan rouge en train de se bagarrer pour les infopreneurs. Genre ça me rend fou. Genre pourquoi le métier de copywriter, c'est pas pour les infopreneurs, c'est pour tout le monde. C'est ça. Et il faut savoir que quand même les infopreneurs sont pas non plus c'est pas le marché qui a le plus d'argent. Ouais. Clairement. Je veux dire, un infopreneur qui s'en sort bien, il fait 1 ou 2 millions. Ouais. Autant te dire que sur une boîte qui fait 200, 300, 400, 500 millions, c'est clair. Lequel va avoir du budget pour toi, tu vois? Celui qui fait 1 ou 2 millions, c'est sûr. Ouais, mais aussi, je pense que c'est un très bon point tout ce que tu as dit, mais peut-être aussi tes compétences. Donc, tu peux te démarquer des autres avec tes compétences. Donc, si quelqu'un fait juste de l'email marketing, toi, tu peux apprendre tout ce qui est automation, lancement, email marketing pour vraiment te positionner différemment des autres. Donc, ça peut être un point aussi intéressant. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai pu me démarquer. C'était vraiment avec toutes les compétences que j'ai pu acquises que j'ai pu me démarquer des autres. Donc, ce n'était pas juste l'email marketing, mais c'était la stratégie, les tunnels de vente, etc. Et j'ai combiné le tout ensemble. Donc, ça peut être... Ouais, ça, c'est clair. C'est important d'avoir 2-3 verticales ou quand tu maîtrises un truc un peu technique que peu de gens maîtrisent, c'est trop bien. Genre, demain, un copywriter, même sur le marché saturé des infopreneurs, je pense qu'il tue tout. Je suis copywriter spécialisé dans le fait d'augmenter non seulement tes ventes, mais aussi ta délivrabilité. Alors là... On a rencontré un mec aux US il fait que ça, en fait. Il fait juste ça. Il a pitché devant nous, etc. Et le mec, c'est son message de vente, c'est « Je suis copywriter et je vous aide à doubler votre taux de délivrabilité avec différentes techniques. »
Parce qu'il n'y a personne qui le fait, je crois. J'ai jamais entendu Ah non, parler de ça. Ouais, c'est... parce que personne ne sait vraiment trop bien le faire chez nous encore non plus, quoi. Ça Ouais. demande de la formation, ça demande d'aller chercher des trucs que tout le monde ne va pas chercher, ça demande des trucs techniques à la con, et ça demande des efforts que certains ne sont pas prêts à faire. Et c'est une bonne chose, du coup. Parce que pour celui qui est prêt à le faire, ou Tu celle qui pourras est le prête à le faire. faire, prête à le faire, c'est parti, quoi. En fait, moi, j'étais déjà convaincu dans tous les cas, mais pour ceux qui sont encore là au bout d'une heure ou je sais pas combien, en fait, le marché du copywriting, il est loin d'être saturé. Et j'ai fait une vidéo dessus où justement, je fais, tu vois, tu as le marché du copywriting, tu as tout le monde qui est en train de grignoter ici, et en fait, ça veut dire que C'est tu as ça, tout ça où il n'y a personne, et c'est du gâchis, quoi. exactement. De ouf, de ouf. Là, il y a pas mal de gens, je vois, qui se lancent sur le RH. Il y a un an, il n'y avait personne sur le RH. Maintenant, il y en a beaucoup. Et ça fonctionne super bien, en fait. Bizarrement, moi, c'est un marché que je ne connaissais pas, sur lequel je n'aurais pas forcément misé. Et bah, les personnes ont fait les recherches et elles ont réalisé que si, il y avait un besoin sur le marché RH en copywriting. Hmm. Boulevard. Euh, et du coup, ouais, je sais pas toi si c'était arrivé. Enfin, moi, en gros, comment ma carrière s'est passée. Je suis arrivé, j'étais généraliste, je prenais tous les clients qui passaient à 500 balles et j'avais pas de récurrence. Voilà, le parcours classique. Et du coup, j'arrive à 2 000 à 3 000 balles, un peu de récurrence, des petits projets par-ci par-là. Et je bloque. En fait, j'ai vraiment passé un an à autour de 2 000, 2 500 euros, tu vois. Et j'avais atteint un plafond de verre. Mhm. Et bon, j'ai réussi à le briser par la suite, mais je voulais savoir si toi, tu avais eu ce schéma aussi où tu es arrivé, c'était fait comme ça, tu as bloqué, soit tu es redescendu, soit tu es monté direct et c'était assez linéaire sur niveau revenu, purement revenu d'ailleurs. Ouais. Les premiers mois, c'était toujours en dessous de 1000 balles. Hein. C'était pas fou. Les 3 premiers mois, pas fou. Puis, bam, belle explosion. Et ensuite, pendant à peu près 10 mois, j'étais entre 3000 et 4000 par mois. Mais pas parce que nécessairement j'avais atteint un plafond, plus parce que j'étais une énorme feignasse et que genre, j'ai rien branlé pendant un an. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça l'enjeu quand t'es copywriter, quand tu te lances. Et ça, putain, c'est un piège. Oh là là, ça m'a foutu les boules. C'est que tu trouves un ou deux clients un peu récurrents, tu vois, c'est cool, tu fais des 3 4 000 par mois, t'es content. Et en fait, tu dis, bah, tout va bien. Et puis, tu vois, tu fais ton taf, tu fais ton email tous les jours, ta, 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 ta. Et le temps passe, tu vois. Le temps passe et toi, tu es en mode, ouais, je me mets trop bien. Pourquoi se faire chier, en fait, tu vois? Et tu construis pas forcément quelque chose. Moi, à l'époque, j'étais vraiment en mode, je construisais rien du tout, quoi. Copy Rockstars, à ce moment-là, il y avait un site à tout péter, je faisais pas de contenu. J'avais ces clients-là qui tournaient. Et j'essayais pas d'en trouver des nouveaux, j'essayais pas d'en assurer des nouveaux, quoique aussi, hein, c'était à l'époque où quand même je commençais un petit peu à travailler, enfin j'avais commencé à travailler Romain par exemple. Je commençais à bâtir aussi mon autorité dans l'ombre, enfin dans l'ombre Mhm. entre guillemets, tu vois, où je commençais à préparer des trucs. J'allais aux États-Unis comme vous l'avez fait pour rencontrer les tueurs de là-bas et encore une fois faire les choses que les gens sont pas prêts à faire. Mais bon, t'es quand même un peu en mode chillax. Relax. Ouais. C'est ça. Ceux qui s'y prennent bien mettent de l'argent de côté. Tu vois, sur tes 4000 balles, il faut qu'il y en ait au moins 1000 qui partent, allez, non, peut-être pas 1000, 500 qui partent en trésor, puisqu'après, il y a les impôts et il y a l'URSSAF qui viennent te ponctionner un peu tout ça. Donc, admettons, tu te payes sur tes 4000, tu te payes 2000 et tu as tout le reste qui part en URSSAF, en impôts, en réserve. 2000, c'est déjà un beau salaire. Quand tu travailles, moi, à l'époque, je travaillais 3 heures par jour, tu vois, c'était pas énorme. Et puis, j'avais pas besoin de beaucoup plus pour vivre. Mais bon, j'étais seul, jeune, et ça, c'est le cas en fait de beaucoup de personnes, tu vois, qui n'ont pas encore la conscience des responsabilités que tu vas avoir dans 2 3 ans. Tu vois. Et surtout la première fois que les impôts vont venir te casser la gueule. Et un jour, bah, j'ai arrêté de bosser avec mon client parce que bah, les choses ont fait enfin avec ses clients d'ailleurs, les choses ont fait qu'on a arrêté de bosser ensemble à la fois parce que bah là, les résultats qu'on voulait n'étaient pas forcément là, la trésor n'était pas forcément là, et moi aussi j'avais envie d'évoluer sur certaines autres missions. Et là, je me suis retrouvé sans rien pendant 3 mois. Et quand tu arrives à ça, tu as deux options. Soit tu pètes un plomb et tu dis ouais, c'est la fin du monde, soit tu essaies de garder un petit peu la tête froide. En outre, à ce moment-là, j'ai pas trop gardé la tête froide puisque c'est le moment où je suis parti aux États-Unis et j'ai craqué 4000 balles dans un séminaire, tu vois. Enfin, dans tout le voyage. Au moment où j'avais pas de cash qui rentrait. Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais pourquoi je me le suis permis? Parce que pendant un an, j'avais mis du cash de côté de mes Ah. prestations. Voilà pourquoi il faut mettre du cash de côté dans les prestations. Pour payer ce genre de choses indispensables et pour prévenir le jour où il n'y a pas de cash qui rentre. Parce qu'il y aura toujours Toujours.
un jour où il n'y a pas de cash qui rentre. Et ça, c'est peu importe la nature de ta boîte. Aujourd'hui, Copy Rockstars, il y a des mois où on est flat. C'est-à-dire que moi, je dégaine, je ne sais pas, entre 2 et 5 000 euros par mois de charges. Et il y a des mois où je vais être parfois flat, où, OK, il y a les 5 000 euros là qui sont rentrés parce que les formations n'ont pas encore atteint un niveau de croisière qui est aussi bien que ce que je gagnais en freelance. Mais c'est comme ça, tu vois. Et puis, tu peux faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu as 30 000 euros de charge, tu vas encore une fois être flat. Et là, tu es content d'avoir de la trésor au cas où, en fait. Donc, toujours, mets de la trésor de côté, même si tu es freelance. Je m'en fous. Tu as une entreprise, en fait. C'est ta responsabilité de mettre cet argent de côté et de prévenir le jour où tu n'as pas de clients qui rentrent et de projets qui rentrent. Et pendant 3 mois, j'étais en mode, il n'y a pas de clients qui rentrent. Et j'ai fait, j'en profite un peu pour me former sur d'autres sujets. Vu que j'avais cet argent de côté grâce à toutes les prestations que j'avais fait, je me le suis permis. J'ai soufflé un petit peu aussi parce que c'était usant quand même d'écrire des emails tous les jours pour plusieurs clients pendant 1 an. Et un jour, c'est reparti, 3 mois après, où j'ai fait, vas-y, là, je prends tel projet. Et d'un coup, je me suis retrouvé c'était je sais plus, en mai ou en juin à cette époque, avec 3 projets sur la gueule d'un coup, quoi. Là, j'ai pété un plomb, mais c'est tombé d'un coup parce que bizarrement, il y a quand même ce truc où tous les ans, ça, c'est un truc important à savoir, au mois de mai, le marché se réveille. Et là, les demandes pleuvent, tu vois. Et il faut être prêt pour les recevoir. Et s'il y a du calme en été et en hiver, c'est OK, il faut juste prévenir en termes de trésor. Putain, je suis parti tellement loin. Je ne sais même pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que si. Si, en gros, c'était savoir ton parcours, mais au final, moi, c'était exactement pareil. Après, je disais que j'avais un plafond de verre. En fait, c'est moi qui me le suis imposé. Je faisais mes 2500, j'avais 2 clients et je disais pourquoi faire plus. C'est là, tu étais bien. Ouais. Je pense que c'est la même le chose. jour où je me suis dit, si tu bosses, tu gagnes plus. Et du coup, mets-toi à bosser. Et j'ai bossé. Et du coup, bizarrement, je passais à 5, 6, 7, 8 000. C'est ça. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Tu arrives à un niveau où tu es confortable. Tu te dis, bon, j'ai pas besoin de plus que ça pour en vivre. Et un jour, il arrive quelque chose où tu n'as pas le choix justement de recommencer à trouver des clients, à tout bouger. C'est arrivé la même chose avec moi. Ouais, et c'est une vraie connerie, mais ça, c'est le fonctionnement humain de se dire, ah bah non, je vois venir, mais je veux dire, quand tu es quand même en micro-entreprise, tu as la situation, enfin pas la moins stable du monde, mais je veux dire, voilà, ton chiffre d'affaires peut se casser la gueule, et surtout quand tu es en micro-entreprise, et bon courage pour faire un prêt à la banque si un jour tu veux... je sais pas, investir, acheter une appart. Bon courage pour trouver quelqu'un. Et ça se trouve, j'ai réussi à le faire à l'époque, mais pour trouver un appart et où tu n'es pas emmerdé par ton statut de freelance, en fait. Toutes ces situations font que c'est important de construire plus que ta petite micro-entreprise qui fait rentrer 2 000 à 3 000 balles par mois. Pour reprendre la phrase de Joseph, du coup, faut être inconfortable dans le confort pour aller chercher... C'est ça. On ferme la loupe philosophique. Mais c'est vrai ce que tu disais, PB, peu importe le type d'entreprise, que tu sois freelance ou que tu as une entreprise comme toi, Copy Rockstars ou bien les copywriters, il y aura toujours un moment où tu vas tomber dans un bas. Et pour ça, justement, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Et moi et Benoît, ça fait 3-4 mois qu'on ne se paye pas, justement. Puis une chance qu'on avait un peu d'argent de côté, sinon ça aurait été la galère. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie du game aussi, quoi. Comment, Benoît? C'est vraiment une vision entrepreneur. Moi, ça, je l'ai toujours eu dès le début. Alors, j'épargnais 70% de mes revenus et j'avais pas besoin de plus de façon pour vivre et je m'en foutais. Mais, et puis même quand tu as une boîte, tu sais que tu vas investir massivement dedans, soit dans des salariés, dans une équipe. Ou... nous, le mastermind, là, on a sorti 54 000 d'un coup. On a dit, c'est une petite somme. Et il fait chaud là. Donc ça sera pareil en freelance, juste prendre un outil, je sais pas, à 200 balles par mois, genre ClickFunnels 297 par exemple, ça reste une charge que tu dois pouvoir encaisser facilement. Et bref. Donc, et du coup, donc sur ton parcours, qu'est-ce qui, tu penses, a fait la différence entre je gagne 3000 et je monte à, je sais pas combien tu es monté d'ailleurs, à 7, 8, 9, 10 et plus? J'ai fait pas mal de mois entre 12 et 15 en moyenne. Et du coup, c'était quoi? Pricer plus cher, plus de récurrence, plus de clients, pourcentage, ou je sais pas. Il y avait un récurrent. C'est toujours bien d'avoir un récurrent, même si moi, on m'avait toujours recommandé de ne pas prendre de récurrent, mais c'est vrai qu'un récurrent, c'est toujours pas mal. Puis ça permet aussi de créer une vraie relation avec le client. Et c'est bien, en fait, tu as différents types de récurrents. Tu as le récurrent mensuel et tu as le récurrent annuel, entre guillemets, où moi, c'était trimestriel. J'avais un client où c'était mois par mois. J'avais une cliente où c'était plus. On a un projet par trimestre, en fait. Donc, ça déroulait sur l'année parce que je lui avais vendu, en fait, 4 lancements quelque part. Il faut toujours créer cette récurrence avec les clients. Après, elle va avoir plusieurs modèles. En fait. Tu ne veux pas juste faire un one-shot, ça ne sert à rien. Maintenant,
pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste augmenté mes tarifs. Hein. C'est aussi con que ça. Hein. Il n'y a pas Créer une 50 équipe, pieds, soit je facture plus cher, soit je prends plus de clients, soit je. Bah, c'est tout en fait. c'est ça. C'est ça. Et quand tu es copywriter, prendre plus de clients, c'est quand même énormément de charge mentale. J'avais essayé de le faire avec l'agence et putain, c'est dur à gérer. Après, tu recrutes d'autres copywriters. En août, quand j'étais à 10-15 000, il y avait moi, une assistante et une copywriter. Mhm. Et j'avais des belles marges quand même. Mais déjà, ça commence un peu à grossir parce qu'à l'époque, je n'avais pas la confiance en moi de me dire, eh ben, je vais charger un projet 15 000 balles et en plus, ce sera moi tout seul. Tu vois. Et aussi parce que je ne me fais pas confiance en termes d'énergie, parce que prendre un projet tout seul avec quelqu'un qui ne me soutient pas, si demain je tombe malade ou moi je sais que j'ai vraiment des fluctuations d'énergie monumentales au fil des semaines, où je peux avoir vite 10 jours où je suis bon à rien, me faisait dire j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de la copie pendant ce temps-là. Mais c'était juste augmenter les tarifs, quoi. Parce Ah, que la aussi demande est simple que là. ça. Voilà, Ouais. c'est Ouais. ça. Et même d'ailleurs, un conseil, c'est que s'il y a des copywriters qui n'ont pas, puisque moi j'avais énormément de demandes, je ne pouvais pas travailler avec tout le monde. Mais si aujourd'hui il y a des copywriters qui n'ont pas énormément de demandes, c'est pas grave. Parfois, ce qui est plus cher apparaît tout de suite comme plus de valeur. Et le nombre de personnes qui vont dire tiens, je t'ai pris parce que tu étais la plus chère, Mhm. bah, c'est un sacré nombre de personnes. Parce qu'on voit plus de valeur dans ce qui est plus cher. C'est vrai. C'est Tellement tellement vrai. fondamental, encore une fois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais c'est ça, genre, tu as deux produits, tu vois le plus cher, tu dis forcément c'est de la meilleure qualité, même si C'est ça. fondamentalement derrière, il n'y a rien qui vient appuyer ça, quoi. Ouais, C'est puis je ça. pense que ça arrivé aussi avec un de nos élèves. Son client, il a dit, ben, OK, moi, je pense pas que je vais prendre le projet. Il a dit, OK, c'est pas grave. Je diminue mon prix de 50%, bref, quelque chose comme ça. Il a dit, mais pourquoi t'as baissé? T'es pas compétent, c'est quoi? Je veux pas travailler avec toi. Donc, c'est... Ouais. Mais ouais, il y a ce truc où quand même, mine de rien, quelqu'un m'a dit ça récemment. On... Il n'y a jamais rien à gagner à être le plus, Le moins cher. ouais, il n'y a jamais rien à gagner à être le moins cher du marché. Et il y a toujours plus à gagner à être le plus cher. Non, bah, c'est ça, en fait, la course au prix, au bout d'un moment, elle va arriver à zéro. Donc, C'est ça. et justement, là, tu vas combattre avec des gens qui vont, eux, passer à 0 euros. Donc, toi, tu vas dire 1000, lui, il va dire 500, l'autre, il va dire non, moi, je te le fais gratos. Tu peux pas être en compétition avec ces gens-là. Donc, Exactement. Ouais. Il y a un truc que j'avais voulu faire que j'ai pas fait. Je ne sais pas si un jour je le testerai, mais c'est s'inscrire sur Malte. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur Malte. Bon, moi, c'est un truc que je recommande pas forcément, mais c'est justement aller s'inscrire sur Malte, prendre tous les tarifs de tous les copywriters et te positionner juste en étant plus cher que tous et voir ce qui se passe, tu vois. Il y aura presque rien. Et c'est à tester. Ah, je sais pas, ouais. Mais ouais. ouais, en tout cas, voilà, si on veut scaler, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est bah, pricer plus cher et forcément, quand tu passes à 3 000 euros par client, tu prends deux ou trois clients et après, tu passes à 4 000, 5 000 par client. Et voilà. C'est ça. Ouais. Bon, ça fait presque 1 heure et demie qu'on est ensemble. Il nous reste juste deux petites Ah questions. ouais, On va essayer de putain, faire ça. extra. On pourrait parler encore pendant des heures, tellement c'est Ah intéressant, ouais, de mais on va ouf. faire ça short parce que je pense que la personne qui nous écoute, il ne va pas rester là pendant 4 heures derrière son écran. Ouais, c'est ça. Donc, deux petites questions pour toi pour terminer. Avec ce que tu sais aujourd'hui, tu aurais fait quoi différemment si tu aurais recommencé à zéro? Si c'est une chose. Ça, c'est toujours les meilleures questions. Putain, ouais, en plus, je la pose dans mon podcast, mais je me la suis pas posée à moi-même, quoi. Ah, merde. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si aujourd'hui je recommençais? Putain. Ou que tu aurais espéré, ou je sais pas. Euh, Aller à plus d'événements. j'aurais- Non, pas forcément, puisque là, je les ai rodés. J'ai réfléchi au truc parce que c'est vraiment une très, très bonne question. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais différemment là? Un truc que je ferais différemment, putain, oui, je l'ai. Yes. C'est de ne pas autant déléguer sous un format de micro-entreprise. Parce que j'ai Hmm. payé beaucoup d'impôts l'année dernière sur ma micro et il n'y a que peut-être 70%, entre 60 et 70% de ce pourquoi j'ai payé des impôts qui a vraiment été dans ma poche. Ouais, c'est ça, tu vois.
C'est-à-dire que 30% des trucs que j'ai payés en impôts, en fait, moi, j'en ai jamais vu la couleur parce que ça payait mes prestataires. Et ça, c'est une belle connerie, tu vois, je regrette bien. Ah, c'est tellement, enfin, je comprends pas les gens qui prennent des charges en micro-entreprise, peu importe que ce soit que tu fasses de l'e-commerce ou que tu délègues, genre, c'est la connerie la plus grosse que tu puisses faire. En e-commerce, je crois que c'est gérable avec l'URSSAF, tu as un abattement plus grand. Même pas. Mais moi, j'avais abusé, quoi. Et quand j'ai vu mes impôts derrière, j'ai fait waouh! Plus jamais. Fuck! C'était vraiment le fait de déléguer que tu as payé beaucoup d'impôts sur ça ou... En fait, c'est que tu peux pas déduire tes charges, donc tu payes sur ton chiffre d'affaires, sauf que, admettons, il fait 10 000 de CA, il y a 5 000 de bénéfices, il va payer sur 10 000. Quoi. Ah, c'est vrai. ça. Waouh. Ouais. En micro-entreprise. Donc ça fait mal. Oui. C'est ça. Ah, putain. Donc ça fait mal au cul, quoi. Et en plus, j'avais pas pris le truc qu'on appelle prélèvement libératoire, là. J'avais pas pris ça, alors que pareil, j'avais fait un chiffre d'affaires pas mal où faut le prendre. Bah, les deux cumulés, l'année dernière, mes sous-perso, ils ont pris un petit coup dans la gueule, quoi. Non, mais en tout cas, ça fait, par rapport au sujet qu'on a pu évoquer, le côté d'être sérieux, c'est-à-dire on parle de copywriting, de marketing, blablabla. Et derrière, tu as une boîte, même si c'est une micro-entreprise, tu as une responsabilité, tu te dois de la gérer, d'avoir des factures clean, d'avoir tout de côté, une trésorerie et de faire attention aux impôts. Du coup. Clairement. Oh là là. Et de bien choisir ton comptable. Aussi. Parce que des fois, tu peux te faire... Ouais. Bon. Du coup, PB, si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, le lien ou l'endroit où tu es le plus présent pour que les gens suivent ton actualité de Rockstar. Yes, le plus présent, ça va être soit sur copyrockstars.com directement, où là, ils peuvent découvrir l'univers, et là où ils peuvent me voir un peu, soit partager des trucs pro et sérieux, teintés d'un petit peu de vanne, ça va être sur LinkedIn, à PB Poncelin, si je dis pas de conneries. Et s'ils veulent plus voir des trucs un peu fun, ça va plus passer sur Instagram, sur Copyrockstars. Voilà, okay. Vous avez le choix, faites-vous plaisir, à peu près tout s'appelle toujours Copyrockstars. Donc au moins, c'est clair. De toute façon, 99% de l'audience dort déjà devant cette vidéo. C'est ça, exactement. Mais ceux qui viendront dessus, c'est les vaillants, tu vois. Ouais, c'est ça. Clair. Bon, en tout cas, merci pour ton temps. Beaucoup, ouais, avec plaisir, mec. Merci à vous. Putain, c'était stylé. Je pourrais repartir sur 15 heures, quoi. Mais grave. Pareil. Il faudrait juste que je prenne plus de café la prochaine fois. Et voilà, ça va être l'outro. Donc pour ceux qui veulent suivre d'autres vidéos, checker notre chaîne. Et s'ils veulent plus d'infos, cliquez sur les liens en description. Il y a tout ce qu'il faut, tout simplement.